Je voulais juste vous faire un petit point d'introduction concernant, cette étude, des chaînes de valeur commerciale à l'export, qui a donc été, comme je vous le disais, commanditée par FranceAgriMer et réalisée, par Business France, qui est très récente, qui est parue le mois dernier. C'est une étude donc, multifilière, multi-pays et qui porte notamment sur, la viande bovine en Allemagne, raison pour laquelle, on est là aujourd'hui et donc je vais juste faire une petite introduction très rapide, sur, voilà, le contexte de cette étude et après je laisserai largement la parole à Roland pour la suite. Alors, donc c'est une étude qui porte sur les chaînes de valeur commerciale. Ce qu'on entend par là, c'est l'ensemble des activités qui permettent l'acheminement d'un produit français depuis son port d'origine jusqu'au consommateur final étranger. Donc, en gros, on va s'intéresser, principalement aux maillons, importation, distribution. La problématique enfin, les problématiques de l'étude, ce sont les suivantes, celles que vous voyez à l'écran. Quels sont les maillons qui composent donc cette chaîne de valeur? Quels poids ont-ils et quels services assurent-ils? Et également, quelle fourchette de marge faut-il prévoir pour rémunérer chacun des maillons? Et donc cette fourchette de marge, elle a été, évaluée sur la base d'une étude de cas, donc en l'occurrence pour la viande bovine en Allemagne, ça concerne le Rumsteak en restauration, hors foyer. Donc les produits, choisis pour l'étude de cas, ils ont été, enfin ils ont été choisis, en concertation avec les filières. Donc en l'occurrence, on a on a été en contact avec Interbev, donc tout au long de cette étude, et ils ont fait partie du copil de l'étude. Et est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Merci. Oui, juste pour vous donner une rapide, image du périmètre global de cette étude, elle porte sur 3 marchés, export stratégiques pour la France qui sont donc Allemagne, Chine et États-Unis. Concernant l'Allemagne, c'est 8 filières qui ont été développées, dont la viande bovine parce que, bah, comme vous le savez, bien sûr, l'Allemagne est un gros marché, pour la viande bovine. Le deuxième marché export, pour la France, si je ne me trompe pas. Mais vous le savez sûrement mieux que moi. Voilà, je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Roland donc pour, vous présenter, le focus, viande bovine Allemagne de cette étude. Ouais. Alors justement, j'ai repris, je me suis basé sur l'étude, le document d'une quinzaine de pages qu'on vous avait transmis et j'ai fait une présentation un peu plus, on va dire aérée. Donc je vais revenir brièvement d'abord sur les aspects un peu macro du marché, concernant la viande bovine fraîche et ensuite, on verra un peu plus, dans le fond ce qui se passe au niveau des metteurs en marché et des clients finaux. Heu, enfin le cœur de l'étude de manière générale. Donc, effectivement, donc c'est le deuxième importateur mondial de viande bovine, enfin l'Allemagne. C'est un consommateur important. On a une consommation qui s'est stabilisée sur les 5 dernières années. On est environ à 10 kilos. Et c'est vrai qu'une des tendances, en tout cas, qui était constatée, c'est le transfert de, la consommation du porc, vers le bœuf et la volaille. En termes de production, on a une baisse, systémique de la production nationale. C'est un important pays d'élevage bovin, mais cette tendance, en tout cas, elle est marquée, depuis plusieurs années. Heu, les importations, il y a un vrai lien de dépendance avec près de 296 000 tonnes, qui sont importées, qui ont été importées en 2020. C'est toujours une constante, à peu près un quart, on est dans ces eaux-là et il y a des fournisseurs importants comme les Pays-Bas, la Pologne, la France, l'Autriche et l'Argentine. On y reviendra dans la prochaine slide et c'est vrai que, en tout cas, l'action de Charolux, depuis, une vingtaine d'années, hein, depuis que les partenariats ont été structurés au fur et à mesure des années avec toute la chaîne de l'import en Allemagne, ça a vraiment permis, en tout cas, de structurer, l'offre et l'export français, qui est notamment basé sur des standards de haute qualité. Donc, par rapport à la concurrence, elle est tout d'abord locale. L'Allemagne, on est sur une filière qui est extrêmement industrialisée, mais qui justement, est très concentrée. Vous devez les connaître, hein, on a 4 grands acteurs dans le domaine de l'abattage avec Vion, Westfleisch, Tönnies et Müller Group. Vion notamment
une emprise un peu plus importante que les autres et on a également des grands acteurs dans la transformation qui sont liés, très souvent à la grande distribution, notamment Edeka, Kaufland, ou Rasting. Il y a une tendance forte au régionalisme qui n'est pas encore autant développée que dans d'autres pays, mais qui a quand même tendance à l'être, surtout pour les produits frais. En tout cas, c'est un marketing qui est soutenu par la filière et on a également une offre allemande en viande bovine qui est quand même axée sur le prix. 2 autres pays, importants, alors notamment les Pays-Bas, mais également le Danemark dans une autre, dans une autre, dans un autre, à une autre échelle, où il y a une vraie interdépendance puisqu'il y a des acteurs allemands, qui ont structuré, qui ont interconnecté, toute la chaîne de production et de commercialisation, à travers, sur les 2 pays. Alors en fait, c'est lié au fait que la production, en tout cas l'élevage est concentré sur la Rhénanie du Nord-Westphalie, des Länder plutôt basés au nord, donc il y a une vraie interconnexion avec, et d'une part les Pays-Bas, alors ça concerne aussi d'autres viandes, comme le poulet par exemple. Mais, on a également une chose assez similaire avec le Danemark et là on est sur des produits plutôt d'entrée, et de milieu de gamme. La Pologne qui s'installe comme un acteur incontournable, notamment en ce qui concerne, la fourniture de la restauration collective et rapide. Alors évidemment, on est vraiment sur des produits, des produits, pas forcément de qualité, mais qui sont compétitifs niveau prix et 2 pays, qui sont des acteurs, qui existants depuis de nombreuses années, mais qui ont une vraie stratégie de croissance, notamment, alors un peu à l'image, de ce qu'a pu, structurer Charolux. Je ne parlerai pas de plagiat, mais en l'occurrence, il y a une stratégie justement d'identification et de spécification, en tout cas de leurs produits, notamment l'Irlande, mais l'Autriche également pour avoir des produits et toucher un secteur un peu plus, milieu et haut de gamme. En tout cas, les Irlandais, tout comme les Autrichiens, ont des agences nationales, qui structurent en tout cas cette action, ce développement. Heu, Par rapport à l'accès au marché, en tout cas pour ce qui concerne la France, on a remarqué que c'était en majorité, en tout cas les 2 tiers des exportations étaient des carcasses, demi-carcasses ou des quartiers non désossés. Donc il y a quand même une bonne valorisation de manière générale des carcasses lourdes, puisqu'il y a une demande stable. Donc après la transformation, l'emballage et le marketing se fait, par les partenaires allemands, notamment les importateurs grossistes spécialisés en viande. Charolux en tout cas est un important soutien. L'essentiel des importations françaises se font par camion. Il y a un point qui est important, enfin j'imagine que vous connaissez également ces aspects-là, du fait de la conjoncture. On a une hausse de différents coûts, alors notamment des coûts du transport, de l'énergie, des fourrages également, ce qui a un impact déjà direct sur la filière de manière générale. En tout cas surtout en Allemagne, qui est une filière, donc industrielle et qui est fortement impactée et liée au prix. Donc, on a toute une chaîne de valeur qui est impactée et c'est vrai que les négociations, sont assez dures entre les producteurs, les différents fournisseurs et a fortiori les grossistes avec les distributeurs et en tout cas on a constaté depuis, février une hausse, généralisée dans les supermarchés, dans les discounters également. Donc le consommateur final, est impacté. Par ailleurs, alors effectivement, on est sur beaucoup d'exportations de carcasses, mais il y a également, des morceaux désossés, voire déjà emballés et c'est vrai qu'il y a une loi qui est en 2019 qui est sortie sur l'emballage en Allemagne, donc effectivement, l'emballeur a une responsabilité. Niveau TVA, on reste sur une TVA à 7. Il y avait un débat, initié par la nouvelle coalition qui comporte notamment des écologistes, notamment le portefeuille de l'alimentation et de l'agriculture est entre les mains d'un écologiste et potentiellement d'augmenter la TVA, mais c'est plus du tout un sujet qui est à jour depuis ces derniers mois. C'était plutôt fin d'année dernière. Alors le tableau qui nous intéresse en l'occurrence et qui structure la chaîne de valeur entre, départ du producteur français, jusqu'au client final.
Je vais revenir sur tous ces aspects. Bon, il y aura une petite partie, sur, les négociants, mais qui reste extrêmement marginale. Le principal acteur, en l'occurrence, la principale voie d'entrée, c'est vraiment, les importateurs grossistes spécialisés en viande, également les centrales d'achat et des importateurs grossistes spécialisés RHF, hein, des cash and carry. Et je reviendrai ensuite sur des spécificités allemandes que vous devez évidemment connaître, mais qui peut être important justement de préciser, sur le secteur de la viande bovine et de la commercialisation, de la distribution de la viande bovine en Allemagne. Donc par rapport aux négociants, ils existent, il y en a quelques-uns, enfin je pense notamment il y a Peter Zenz par exemple ou Parma Handelsgemeinschaft et effectivement ça reste des acteurs, qui peuvent être intéressants, si on a peu connaissance du marché, heu, mais leur impact sur la marge en tout cas est non négligeable. Par rapport, je me suis dit que c'était toujours intéressant de montrer une carte de l'Allemagne. Alors là, vous avez quelques acteurs, qui sont spécialisés dans l'importation de produits carnés. Alors ceux qui sont basés sur Hambourg sont souvent des spécialistes des viandes extra-européennes. Ils apportent beaucoup de plutôt du surgelé, du congelé, mais ils ont également une activité d'importation de viande européenne ou de viande allemande. On a quelques acteurs basés sur Berlin, une grande partie en Rhénanie du Nord-Westphalie, entre Cologne, Düsseldorf et Essen et Dortmund. On a quelques acteurs, alors plutôt tournés vers la France, en Sarre. Là, j'ai mis Schwamm, mais il y a également Globus, qui est plutôt un acteur de la grande distribution, mais qui source énormément en France et qui a d'ailleurs des partenariats, enfin un lien privilégié avec Charolux et voilà quelques acteurs en Hesse, on en a également à Stuttgart, au Baden-Württemberg et en Bavière. Heu, pour revenir sur les metteurs en marché, donc effectivement les acteurs les plus importants sont véritablement, les importateurs grossistes spécialisés dans la filière viande. Alors on en a une dizaine au niveau, qui ont une action au niveau, heu, fédéral. Donc ce sont vraiment les leaders, alors pour ne citer que Schwam, R&S, Delta Fleisch ou Albers, sont des acteurs qui sont en tout cas, qui connaissent, les produits français, qui connaissent Charolux, qui ont structuré des partenariats. Alors eux, effectivement, ils sont surtout à la recherche de produits à forte identification, pour les secteurs milieu et haut de gamme. Alors, Charolux rentre pleinement dans cette action. Heu, Pareil depuis peu et justement c'était une des limites, en tout cas des points importants à souligner, c'est l'action de l'Irlande et de l'Autriche qui utilisent également cette stratégie, pour se valoriser auprès, d'une part des grossistes et ensuite de la distribution. Ils recherchent également des produits à volume, à forte rotation et ces acteurs travaillent, aussi bien avec, la RHF, qu'avec, le retail. J'avais un point que je voulais souligner, en tout cas pour les acteurs basés à Hambourg. Très, très récemment, alors c'était je crois au début du mois, Aldi a indiqué qu'ils allaient plus du tout importer de viande d'origine, brésilienne, viande de bœuf brésilienne, tout ça par rapport à l'impératif climatique. Alors ça peut rabattre quand même pas mal de cartes. En tout cas, c'est des opportunités, qui peuvent être à saisir. En tout cas, je pense du côté de Delta. J'ai entendu que ça les avait pas mal travaillé, surtout que c'est un acteur qui livre et qui connaissent bien Aldi. Donc, potentiellement, ça peut être aussi, Aldi peut lancer des tendances. C'est ce qu'ils ont fait en tout cas avec le label de 1 à 4 au sujet de l'élevage, de la qualité d'élevage. Donc ça peut être quelque chose qui peut s'implanter, qui peut se développer au niveau de tout le retail. C'est des acteurs essentiels, qu'il faut considérer comme des partenaires, notamment dans le sens où ils ont une vraie expertise dans tout ce qui est découpe, emballage, stockage, livraison, développement de marque. Alors voilà, on peut penser à Châteaubœuf ou à Bœuf Gourmet, Bœuf Étoile. C'est des marques qui se sont structurées petit à petit. Il y a d'autres acteurs qui peuvent potentiellement être intéressés. C'est vrai que l'action en tout cas de Charolux et après de la filière derrière a beaucoup aidé. Parce qu'il y a un vrai besoin, en tout cas, on parlait justement d'identification, d'un produit et c'est en structurant une marque que ça peut évidemment se développer. Après, il y a tout un travail de formation,
des acteurs de la GMS. Je vais revenir et je vais faire ce point-là effectivement sur, tout ce qui concerne les marges. Alors c'est une information qui est importante. C'était aussi une des demandes, de cette étude de la part de FranceAgriMer. Hem, c'est quand même un secteur où il y a extrêmement peu en tout cas la transparence, heu, vu qu'il y a beaucoup de problématiques liées au prix. J'ai jamais reçu de documents, j'ai uniquement reçu des fourchettes. Alors j'ai eu à peu près, 25, échanges avec différents acteurs, que ça soit notamment des metteurs en marché, mais aussi après des clients finaux, notamment en GD. Et donc je me base essentiellement sur des fourchettes de prix, celles qu'on a voulu m'indiquer. Et encore une fois, la conjoncture actuelle a fait que certains ont soit rogné sur leurs marges, s'ils pouvaient le faire, soit effectivement on est sur des échanges, qui ont été, voilà, plus ou moins transparents. Mais en tout cas, c'était pour vous indiquer que c'est quand même une donnée qui était assez complexe à obtenir, mais on pourra en reparler durant le temps de questions-réponses. Donc le heu 2e canal, les centrales d'achat de la GMS. Alors, vous à mon avis, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sur une grande distribution en Allemagne qui est extrêmement concentrée, avec à peu près 82 de la part de marché qui est concentrée sur 5 acteurs. Alors là, je vous ai cité EDK, REWE, on a Kaufland on a aussi, effectivement des acteurs discount, mais je reviendrai, plus, ensuite quand on reviendra sur les clients finaux. Alors les centrales d'achat, elles recherchent avant tout un objectif de volume, de rotation, en fonction des produits. Effectivement, pareil, on est sur une marge pouvant aller de 10 à 30. Ces acteurs-là ont leur propre Fleischwerk, site de transformation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont tendance à limiter, leur nombre de fournisseurs. Donc continuer à travailler avec une marque forte identifiée comme, l'action qu'a fait Charolux, ou entretenir, un très bon partenariat avec un importateur grossiste peut permettre, en tout cas de valoriser, de favoriser, le travail en direct avec ces acteurs. Hem, pour le troisième metteur en marché, les importateurs grossistes en produits frais qui fournissent la RHF. On en a environ, 80. Alors ça a eu tendance à se concentrer. Pareil, on en a une quinzaine qui ont une action, plutôt, fédérale, et le reste sont plutôt des acteurs régionaux. Alors je pense par exemple à Hamburger qui en a 2, mais qui sont des acteurs assez intéressants, qui travaillent, en direct, souvent depuis Rungis, et qui ont leur propre, centre logistique, souvent jamais loin de la frontière, que ça soit en Hessen ou au Baden-Württemberg. Ce sont des acteurs très importants pour toucher effectivement, la cible RHF. Pareil, il y a une volonté de développer des marques, ou de mettre en avant les spécificités de produits. C'est ce que fait Metro en tout cas, en mettant en avant la marque France. Une des limites néanmoins, c'est vraiment le positionnement, sur des produits peu chers, ou importés, notamment en surgelé. Donc, à la faveur des viandes sud-américaines, polonaises ou allemandes de base. Par rapport au circuit de distribution, alors ça, c'est encore une fois une estimation à l'aube de tout ce que, des différents échanges. La RHF représente pour la viande fraîche, 60 des de part de marché en volume. J'ai pu un peu plus identifier, en ce qui concerne le commerce de détail, l'importance et le poids des différents acteurs. Et effectivement, on est sur, une place importante de la grande distribution, traditionnelle, qui a encore la gageure, mais le discount, prend de plus en plus d'importance. Surtout qu'on va le voir, le discount a tendance à développer, aussi des gammes premium, en tout cas des produits, qui sont assez valorisés. Il y a très peu, d'achats à la ferme comme de e-commerce, ça reste des choses extrêmement, confidentielles, et il y a encore une importante relative puisqu'elle a énormément diminué, mais une importance des boucheries traditionnelles, en Allemagne, mais qui se fournissent essentiellement au niveau local. Donc les boucheries indépendantes, il y en a environ, 10 000, donc plus ou moins grandes.
L'approvisionnement effectivement se fait essentiellement par les grossistes. On a quelques acteurs qui centralisent, mais c'est plutôt pour des produits, on va dire, de spécialité. C'est pour ça que j'ai mis Centrag. Par rapport aux épiceries fines, il y a quelques grands magasins à l'image de KaDeWe, Käfer, Kaufhof qui mettent en avant des produits, et qui ont des rayons à la coupe, de très bonne qualité. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, c'est plutôt des acteurs qui sont en perte de vitesse. Par rapport au VPC, effectivement, ça se développe. J'ai pensé à Auto Gourmet, qui est un acteur intéressant, qui a une activité HoReCa, mais de plus en plus qui développe une activité en ligne, notamment en proposant des produits de bonne qualité et qui sourcent énormément en France. Alors c'est des acteurs qui se développent, mais encore une fois, qui restent très, très, très confidentiels. Par rapport aux supermarchés, hypermarchés, alors plus la GD traditionnelle, alors eux mettent vraiment en avant, ils ont une démarche de premiumisation en complément de produits d'appel, d'entrée et de milieu de gamme. Il y a le développement de MDD, il y a un lien fort en tout cas qui se passe avec les importateurs. Je pense notamment à Edeka ou à Rêver au sujet de Charolux. Alors par exemple, là je vous enverrai la présentation, comme ça vous pourrez cliquer ou voir les différents liens et là il y a le catalogue été de Edeka au niveau national qui a été publié. C'est vrai que, bah, là c'est une capture d'écran où on voit effectivement que Charolux a participé, qu'il y a quelques produits qui ont été mis en avant, enfin quelques pièces qui ont été mises en avant, là en l'occurrence, l'entrecôte et on a encore un rayon à la coupe donc qui est assez développé, qui se maintient. L'idée c'est de continuer à se différencier par rapport aux acteurs du discount. On est sur des marges de l'ordre de 10 à 30 en fonction des produits, encore une fois, en fonction des pièces. Les supermarchés indépendants, alors c'est vraiment ce qui a le vent en poupe, en tout cas pour les produits, on va dire, haut de gamme ou les produits identifiés. Donc je vous ai indiqué quelques acteurs. Alors on en a chez Rêver, comme Pets par exemple, ou chez Edeka, beaucoup plus chez Edeka avec Vets ou avec Zwide. C'est des acteurs qui sont vraiment qui ont le vent en poupe, qui gèrent leurs propres achats et qui profitent également du catalogue national, des achats de la centrale d'achat nationale ou régionale. Il y a des actions de promotion à identifier et en fait, c'est vraiment l'alternative, on va dire, pour les consommateurs gourmets, donc une dizaine, douzaine de millions de consommateurs qui ont un fort pouvoir d'achat et qui sont intéressés par les produits de qualité, par les produits identifiés, notamment la cuisine française et qui vont vraiment être intéressés par ce genre de magasins qui offrent une vraie alternative. Produits innovants, alors, les marges sont encore une fois de l'ordre de 25 à 45. On est vraiment sur des espaces où, l'Allemagne qui a un marché de prix, on est un peu moins impacté là-dessus. Les discounters, alors, effectivement, une part de marché qui monte, mais qui est surtout, circonscrite à des produits, de type viande hachée, pièces à bouillir. Alors, avec les fameux, les préparations pour goulash ou, de plus en plus de marinades, notamment, l'impact saisonnier de l'été. On a aussi une démarche de premiumisation et c'est là où je vous ai intégré, 2 exemples. Alors l'un chez Aldi et l'autre chez Lidl, où on a des pièces à griller, bien valorisées mine de rien, avec des packaging assez attrayants, de 100 à 300 grammes, avec la marque Irlande. Donc c'est et même des pièces à maturer en l'occurrence chez Lidl. Heu, ce qui montre en tout cas que des acteurs, arrivent à pénétrer le discount, tout en ayant une démarche un peu plus qualitative ou un focus produit. Heu, il y a un potentiel en tout cas, pour la viande française, puisqu'on constate qu'ils essaient de développer leur marge, leur gamme. Par rapport aux clients finaux, là, quand on va du côté de la restauration commerciale, on estime, après c'est encore une fois à partir d'échanges, qu'il y a un vrai potentiel, notamment avec les nombreuses chaînes de steakhouse ou les restaurants spécialisés dans la viande. Il y a un intérêt pour les viandes, de qualité, alors, extra-européennes, mais, il y a un intérêt aussi pour les viandes,
qui sont bien identifiés, qui sont de qualité. Alors aussi bien pour la restauration haut de gamme, on a à peu près 310 restaurants étoilés Michelin, mais également pour les plusieurs de milliers de restaurants, qu'on va qualifier de haut ou, moyen ou haut de gamme, qui produisent, une cuisine de qualité. Alors ouais, on a toute une tendance, brasserie, bistronomie qui se développe. Pour la restauration collective, on est vraiment sur un secteur où le prix compte et c'est vrai que l'offre française, a beaucoup moins de chances de s'implanter, surtout quand on a des acteurs comme les Pays-Bas ou l'Allemagne ou la Pologne qui jouent sur le prix. Après, il y a peut-être quelque chose à faire du côté, il y a il y a il y a une tendance aussi sur une cuisine, en tout cas dans les cantines avec un peu plus de bio ou de local, mais encore une fois, ça serait plus intéressant, pour des acteurs locaux que pour des acteurs français. Je vais bientôt en finir. Les recommandations, je trouvais ça important effectivement d'en parler, mais j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Mais, ce qui est en tout cas attendu par la filière et c'est vraiment ce qu'a fait, ce qu'a fait Charolux, c'est venir avec des concepts, un concept sur mesure qui s'inscrit dans les tendances. En tout cas, Charolux arrive à justement bien s'adapter. On parle de bien-être animal, on parle de label, on parle de concept ou, le fait de structurer des liens aussi bien avec les grossistes qu'avec les distributeurs. Donc voilà, s'adapter à l'offre et aux attentes, des consommateurs en proposant des produits découpés, des produits convenience, parce qu'on a notamment dans le RHF un vrai problème de main-d'œuvre et c'est vrai que de fait, c'est très recherché d'avoir des produits, potentiellement déjà découpés ou en tout cas des partenaires en Allemagne qui peuvent proposer ce type de produit. Identifier votre positionnement et soigner le visuel, notamment, tout ce qui peut être, support de promotion. Il y a 4 tendances en tout cas qui sont, marquantes pour le marché allemand. Donc c'est un marché d'offres, donc il y a une logique de volume, mais derrière il y a également le développement de marques, par les importateurs, par les grossistes et c'est vrai qu'ici, Charolux a vraiment été un initiateur et en tout cas cette stratégie a été à succès pour l'Allemagne. L'Allemagne, c'est donc un marché de quantité. Les volumes sont très importants. L'Allemagne est un marché qui accorde également une grande importance aux normes. Alors je vous ai mis différentes normes en dessous. En tout cas pour travailler avec la grande distribution, c'est essentiel, d'être sur un d'avoir IFS. Pour la viande fraîche, on est de plus en plus ça s'est quasiment imposé au niveau de toute la GD. Donc ça a été initié par, Aldi et Lidl, des discounters, sur, les formes d'élevage qui sont plus ou moins respectueuses du bien-être animal. On a un label, QS, qui, est Bercé également, qui les 2 sont liés sur, l'importance de la sécurité alimentaire. Le bio également peut être une plus-value et le halal se développe. Il y a une importante communauté turque, à peu près 5 millions de personnes sur le marché allemand et c'est vrai que ça peut encore le fait d'avoir, ce type de produits dans le portefeuille, est intéressant et enfin l'émergence de la viande préparée, donc qu'on retrouve absolument partout dans le retail, mais également, dans le secteur HoReCa. Je descends, j'ai identifié quelques opportunités, en tout cas pour le retail, le positionnement, à la coupe, offre un potentiel. C'est là où on la trouve, enfin on trouve énormément, de viande française, en tout cas heu, charolaise, ou de produits, soutenus par les différentes actions de Charolux et des partenaires importateurs grossistes, dans les rayons à la coupe chez EDEKA et REWE. Dans l'offre en libre service, il y a mine de rien une, sous-représentation des produits français, qui sont pourtant de grande qualité. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, sachant, effectivement que l'Irlande, s'est pas mal imposée dans ce secteur, mais également des produits locaux, hein, allemands. Et enfin dans la restauration commerciale, il y a un intérêt en tout cas pour les viandes bovines de qualité supérieure. Alors c'est 2 tendances, soit le surgelé et le prix, soit effectivement, le qualitatif. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt en tout cas pour les produits également déjà travaillés, convenience qui limite, le travail de la main-d'œuvre qui a de moins en moins de savoir-faire technique, en tout cas pour lever les filets ou lever de manière générale, découper une pièce de viande. Par rapport à l'étude de cas,
Effectivement, on s'était attardé. On avait identifié, le rump steak, heu, on avait identifié cette pièce-ci, et on l'avait, pour un grammage entre 250 et 280 grammes, dans les différentes chaînes de steakhouse qui existent. Alors, il y en a à peu près 5 au niveau national, plus, différents acteurs, indépendants. Alors les prix effectivement sont sujets à évolution, mais ce qu'on avait identifié, c'est effectivement que, de manière générale, on était sur un facteur multiplicateur, de 5 à 6. On avait essayé de faire effectivement aussi le même travail, alors, avec les collègues et en complément avec ce que j'avais pu, recevoir comme éléments, d'analyse et de compréhension, des différents échanges et donc entre le prix départ, donc d'un quartier ou d'un morceau non découpé, non désossé, on était à peu près sur, en GD hors discount un facteur multiplicateur de 2 à 2,5, en discount de 1,8 à 2,1, chez un détaillant spécialisé de 2,5 à 3,5. Alors encore une fois, c'est beaucoup plus de la viande locale, et en RHF de 3 à 7. Alors tout dépend effectivement encore une fois, du, de l'acteur, heu, du créneau de marché. Donc, j'en ai fini avec la présentation.